D'autres pays sont venus me voir et m'ont dit « Nous étions prêts à lancer une attaque majeure demain. » J'ai décidé de la repousser un peu, j'espère pour toujours, mais peut-être seulement pour un moment, parce que nous avons eu de très grandes discussions avec l'Iran et on verra ce qu'elles donneront. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et d'autres encore m'ont demandé si nous pouvions reporter de 2 ou 3 jours, juste un court délai, parce qu'ils pensent être tout prêts de conclure un accord. Et si on peut le faire, si cela permet d'éviter qu'une arme nucléaire tombe entre les mains de l'Iran, je pense que s'ils sont satisfaits, nous le serons probablement aussi. Nous avons informé Israël ainsi que d'autres partenaires au Moyen-Orient qui travaillent avec nous, et c'est un développement très positif, mais on verra bien si cela mène à quelque chose. Nous avons déjà connu des moments où nous pensions être tout près d'un accord, et finalement, ça n'a pas abouti. Mais cette fois, c'est un peu différent. Non, nous devions déjà y aller demain. Une opération très importante, et ce n'est pas quelque chose que je voulais faire, mais nous n'avons pas le choix, parce que nous ne pouvons pas laisser l'Iran avoir une arme nucléaire. C'est comme si c'était gravé dans son ADN, dans ses cellules cérébrales maintenant. Franchement, j'ai l'impression que si quelqu'un lui demande ce qu'il veut pour déjeuner, il répondra « L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. » Mais il n'y a pas d'arme nucléaire. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu de programme d'armes nucléaires. Ils n'en ont jamais eu. En 47 ans, jamais. Donc il n'y avait aucune menace imminente dont il aurait sauvé qui que ce soit. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de programme, premièrement. Deuxièmement, le programme d'énergie nucléaire qu'ils avaient et les capacités de retraitement qu'ils possédaient, qui auraient pu être portées au niveau militaire si on les avait laissés sans surveillance, tout ça a été détruit l'an dernier, ou du moins gravement affaibli. Pas complètement détruit, parce qu'on ne peut pas détruire la capacité intellectuelle. Ils peuvent tout remplacer, littéralement tout, et ils le pourraient s'ils le voulaient. Mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Je dois dire que je suis surpris qu'ils ne l'aient toujours pas fait. Je pensais un peu que quand cette guerre a commencé, ce serait le coup de grâce, celui qui les pousserait discrètement à en fabriquer une. Je croyais que ça les ferait se précipiter vers la bombe nucléaire, comme moyen de dissuasion. Plusieurs autres experts qu'on a reçus dans notre émission disent pourtant que, même aujourd'hui, beaucoup en Iran estiment que non, que ce ne serait toujours pas à leur avantage, parce que ça risquerait de déclencher une course aux armements nucléaires, ce qui rendrait leur sécurité encore plus fragile qu'elle ne l'est déjà. Mais, avec le contrôle du détroit d'Ormuz, ils disposent en quelque sorte d'une option nucléaire sans avoir besoin de posséder réellement l'arme. Donc, pour l'instant, ils n'en ont pas besoin. Mais on ne sait jamais. Ça pourrait changer plus tard. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, quand vous continuez à dire ça, vous fondez toute cette guerre sur quelque chose qui n'existe pas. Et vous basez aussi le retrait sur quelque chose qui n'existe pas, ce qui rend plus difficile pour nous de réduire notre présence. Maintenant, l'Iran, je pense, et pour vous le montrer, on vous l'a montré il y a seulement quelques jours, ils ont de nouveau réaffirmé « Nous n'avons aucun intérêt à posséder une arme nucléaire ». Et donc, au niveau du gouvernement, ils continuent de le dire. Pour eux, ce n'est pas sur la table. Alors comment pourrions-nous renoncer à quelque chose ou accepter quelque chose qui n'est même pas sur la table de notre côté? Vous voyez bien, comme ça complique les choses. Et il y a un autre extrait que je voulais vous faire entendre de cette interview où l'on voit un autre point sur lequel le président Trump se concentre et qui complique aussi la situation. Nous n'allons pas laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire. J'ai donc été appelé par ces 3 pays, et d'autres encore, qui sont en contact direct avec nos équipes et en ce moment avec l'Iran.
Il semble qu'il y ait une très bonne chance qu'ils puissent trouver un accord. Si on peut y arriver sans avoir à les bombarder, j'en serais très heureux. Non, non, non. Il n'y a pas de « nous sommes sur le point de conclure un accord ». On n'est pas vraiment proche et ils ne travaillent pas avec nous. La seule chose que la partie iranienne a faite, et ils l'ont répété récemment, ils l'ont répété après cette déclaration que je vais vous montrer dans un instant, c'est de dire « voici les conditions de votre reddition. Nous sommes prêts à négocier là-dessus. Nous en parlerons avec vous. » Mais c'est tout. C'est là-dessus qu'ils acceptent de discuter. Alors, quand le président Trump dit qu'un accord est sur le point d'être conclu, le seul accord qui pourrait l'être, ce serait si nous acceptions toutes les conditions fixées par les Iraniens. Et ces conditions sont les suivantes. Nous nous retirons de la région, nous payons des réparations de guerre, et ils gardent le contrôle du détroit d'Ormuz. C'est publié, et ils pourraient quand même garder leurs relations avec leurs groupes alliés. Ils continuent de dire qu'ils ne vont pas fabriquer d'armes nucléaires. Même à ce stade, ils le répètent. Mais ils ajoutent aussi que ce matériau retraité, c'est leur droit souverain en tant que pays, en tant que signataire du TNP, et qu'ils comptent bien le conserver. Ils disent qu'ils trouveront une solution à ça aussi. Donc, au fond, on n'obtient rien de ce qu'on veut, à part l'assurance qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires. D'une certaine manière, c'est déjà quelque chose. Mais pour en arriver là, pour parvenir à une fin négociée où les deux camps cesseraient les combats, il faudrait que les États-Unis s'en chargent. Parce que selon moi, les Iraniens savent très bien que le temps joue en leur faveur et que si le conflit reprend, ce sont eux qui en paieront le prix. Chaque jour où ce blocus continue, la situation empire. Ils souffrent davantage. Le chômage est très élevé. L'inflation aussi. Franchement, ça provoque énormément de problèmes. Mais ils ont déjà connu ça. Ils ont de l'expérience. Ils ont tenu le coup pendant longtemps. Nous, ça fait à peine 2 mois, on vient juste de commencer. Eux, ils peuvent tenir bien plus longtemps. Mais quand on regarde les marchés mondiaux de l'énergie et le prix du pétrole, voyons, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était 108. Donc même avec les déclarations du président, cette fois le prix n'a pas baissé. En fait, il se peut qu'il n'ait pas baissé du tout. C'est pour ça que ces paroles n'ont plus le même effet. En fait, vous vous souvenez, la dernière fois qu'il a dit ça, il y a eu une chute de 9%. Ça a vraiment plongé, environ $9 de baisse pendant un certain temps. Maintenant, même les marchés commencent à comprendre qu'il n'y a rien de réel là-dedans. Alors la question, c'est où est-ce qu'on va? Quelle est la suite? Eh bien, laissez-moi vous montrer, je vous ai montré ce que pense le président Trump. Voyons maintenant ce que pensent certains alliés régionaux. On va commencer par un professeur de l'université de Téhéran, très présent dans les médias, avec le professeur Morandi, qu'on pensait montrer aujourd'hui. Pardon, le professeur Azidi, qui a expliqué comment l'Iran perçoit tout ça. C'est la 5e fois que Trump fait ça. La dernière fois, c'était le 5 mai, un jour plus tôt. Un jour plus tôt, il avait annoncé qu'il lancerait l'opération Projet Liberté pour escorter des navires, puis il a annulé cette idée en moins de 24 heures. Et je pense que la principale raison, la dernière fois, il avait dit que les Pakistanais lui avaient demandé de le faire. La vraie raison, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Il a mené cette opération pendant environ 37 jours, en bombardant l'Iran avec une force totale. Les Israéliens l'aidaient et beaucoup de gens ont été tués, plus de 3500 civils. Et au final, il n'a pas obtenu grand-chose, à part tuer beaucoup de monde. Et maintenant, il se retrouve avec ce problème d'un État qui n'est presque pas ouvert comme il voudrait qu'il le soit.
Oui, et c'est bien là qu'il y a un problème. Tu vois, encore une fois, ce n'est pas un représentant officiel, mais c'est quelqu'un qui est en contact avec les plus hauts niveaux du gouvernement. Parce qu'évidemment, ils veulent qu'il soit là, qu'ils veulent que le professeur Morandi s'adresse à un public anglophone pour dire « voilà notre point de vue ». Maintenant, comme on le dit à chaque fois, y compris avec les Américains, je ne prends personne au mot. Mais il faut les écouter, entendre ce qu'ils disent, et ensuite comparer ça avec la réalité sur le terrain. Et quand on fait cette comparaison, eh bien la position, celle des États-Unis, celle d'Israël et celle de l'Iran, celle qui malheureusement se rapproche le plus de ce qu'on observe réellement sur le terrain, c'est celle de l'Iran. Alors ça, c'est quelqu'un qui n'est pas directement dans le gouvernement. Voyons maintenant ce que disent ceux qui, eux, sont au plus haut niveau du pouvoir. C'était à peu près au moment, je ne me souviens plus si c'était juste avant ou juste après que le président Trump ait publié ce message sur Truth Social hier. Mais voici ce qu'a déclaré le président Raisi. Nous ne baisserons jamais la tête devant aucune puissance, quelles que soient les circonstances. Il ajoute qu'ils sont prêts au dialogue, mais dans la dignité. Et puis, il y a d'autres déclarations aujourd'hui sur l'importance de l'unité et ainsi de suite. Mais au fond, ce qu'il dit, c'est qu'ils ne négocieront sous aucune forme de pression. Ils ne plieront devant personne, même sous la contrainte. En clair, si on revient avec des menaces militaires, ils tiendront bon, mais ils ne céderont pas. Et ça, c'est quelqu'un qui, tu sais, quand tu as déjà frappé ton adversaire avec ton meilleur coup et qu'il est toujours debout, eh bien, il gagne beaucoup plus de confiance. Il sait maintenant qu'il peut encaisser à nouveau, parce qu'il sait à quoi s'attendre, il sait à quoi ça ressemble. Et bien sûr, jusqu'à présent, on s'est surtout attaqué à leurs sites militaires, comme ces montagnes, etc. Parce que c'est là que se trouvent les missiles qu'ils utilisent pour contrôler le détroit d'Ormuz et pour attaquer tout le monde dans la région. Donc, c'était l'une des cibles principales, encore plus que leur soi-disant programme nucléaire, parce que c'est ce qu'ils pouvaient utiliser pour faire du mal à des gens qui, eux, ne peuvent pas riposter. Maintenant, les Iraniens voient bien qu'on peut le faire. Donc, ils estiment que leurs plans, mis en place depuis quelques décennies, ont porté leurs fruits. Et ils voient bien que nous ne pouvons pas leur retirer ces fruits. Alors la question maintenant, c'est de savoir jusqu'où est prêt à aller le camp qui comprend qu'on ne pourra pas lui enlever son atout tout en lui demandant de tout céder. Et il est clair qu'ils ne le feront pas. Autre exemple. L'agence de presse iranienne ISNA déclare que le point de fer des puissantes forces armées et de la grande nation iranienne les forcera à battre en retraite et à se rendre. On voit donc que ça va plus loin désormais. On n'en est plus simplement à dire « nous ne plierons devant personne », mais à une attitude plus arrogante, où ils affirment carrément « en fait, c'est vous qui allez vous rendre ». Comme je vous l'ai dit, les conditions qu'ils ont posées reviennent à une reddition et à la reconnaissance que la guerre a échoué. Pas seulement qu'elle n'a pas réussi, mais qu'elle a vraiment échoué. Et maintenant, c'est eux qui demandent notre reddition, leur armée. C'est tombé ce matin. Le porte-parole de l'armée, je parle ici de l'armée iranienne officielle, pas du corps des gardiens de la Révolution. Ce sont deux branches distinctes des forces armées. Il a déclaré que si l'ennemi est assez stupide pour tomber dans le piège israélien et lancer une nouvelle agression, ils ouvriront de nouveaux fronts contre lui, avec de nouvelles méthodes. Plusieurs hypothèses circulent déjà sur ce que cela pourrait vouloir dire. On suppose qu'ils ont de nouvelles catégories de missiles. Il y a même eu, lors de certaines expositions, ces derniers jours, ou peut-être hier, des affirmations selon lesquelles ils auraient des missiles intercontinentaux capables de frapper des cibles aux États-Unis. J'en doute, parce que pour ça, il faut faire énormément d'essais,
pour prouver que les plateformes peuvent aller aussi loin, à moins qu'ils n'en aient reçu de la Chine ou de la Russie. C'est possible, je suppose. Mais il est assez probable qu'ils possèdent des choses dont on n'a pas connaissance, et certaines pourraient effectivement être utilisées contre nous. Ce qui est encore plus important, c'est que le nouvel objectif a été fixé, parce qu'on sait que l'inventaire actuel de missiles, qui a clairement continué de croître depuis la signature du cessez-le-feu en avril, repose sur une capacité de production souterraine, donc à l'abri des frappes aériennes. Autrement dit, il y a de fortes chances que ça continue. Vous avez vu beaucoup de choses sur CNN, dans le New York Times, le Washington Post. Tous ont expliqué, d'après leurs analyses, que le programme est bien plus vaste qu'on ne l'imaginait. Environ 75% de plus à peu près. Ce chiffre semble assez juste. C'est probablement une estimation raisonnable et c'est l'une des hypothèses plausibles à partir de ce qu'on a pu observer concrètement sur le terrain. Donc, ils peuvent atteindre ce qu'ils visent. Peu importe ce que vous avez comme missiles intercepteurs de défense aérienne, quel que soit le pourcentage qui passe réellement, on affirme que c'est 90%. Le professeur Ted Postol sur notre émission dit que c'est plutôt 5%. Qui sait quel est le vrai chiffre? Mais ce qu'on sait avec certitude, et c'est vérifié, c'est que quel que soit le pourcentage qui passe, c'est d'une précision absolue. Alors, quand ils disent que leur prochaine cible sera les infrastructures énergétiques, les installations pétrolières, les sites de production, pas seulement les réservoirs de stockage, mais aussi les installations qui traitent le pétrole brut, qui l'exportent, qui l'acheminent par pipeline, tout ça, et même les usines de dessalement. Eh bien, c'est là le plus grand danger, le plus grand risque. Parce que, enfin, c'est sans doute encore plus important que le pétrole. Le pétrole, c'est pour l'économie. Mais l'eau, votre peuple ne peut pas vivre s'il n'en a pas en quantité suffisante. Et ce sera vraiment difficile d'obtenir autant d'eau pour n'importe quel pays que le camp iranien mettrait hors jeu. Mais c'est bien ce qu'ils disent. Ils affirment qu'ils frapperont toutes ces cibles, y compris notre allié Israël, ainsi que les autres pays du Golfe, et qu'ils viseront aussi les bases américaines. Alors pourquoi voudrions-nous faire ça? Pourquoi voudrions-nous mettre l'Iran à l'épreuve, alors qu'ils ont déjà prouvé et démontré qu'ils sont capables de faire exactement ce qu'ils annoncent? Jusqu'à présent, chaque fois qu'ils ont dit qu'ils allaient riposter à une action que nous avions lancée, ils l'ont fait.